Bonjour Bruxelles, le journal de 8 heures. Voilà, et pour la dernière fois cette semaine, c'est Marie Charette qui vous informe. Bonjour Marie. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. On apprend ce matin que les individus placés sous mandat d'arrêt lundi et suspectés de préparer des attentats envisageaient d'assassiner Bart de Wever. De nouveaux éléments rapportés par la presse flamande. Marie-Noël Dinan nous les détaillera dans un instant. Rudy Vervoort et Pascal Smet ont été entendus hier par la commission Uber. L'ex-ministre de la Mobilité s'est défendu pendant plus de 3 heures. Un dossier de 430 pages à l'appui. Nous reviendrons sur cette audition. La région bruxelloise a lancé un projet pilote afin de rendre les hôpitaux plus éco-responsables et cela passe entre autres par le recyclage de déchets toxiques pour notre santé. Un programme vient d'être lancé au CHU Saint-Pierre. Enfin, dépasser un traumatisme, un deuil et faire preuve de résilience, c'est le point commun de 3 survivants qui se racontent ce soir à l'Athénée Renan. Des parcours marqués par la douleur, mais aussi des récits nécessaires pour la mémoire. Et on ouvre donc ce journal par cette information rapportée par la presse flamande ce matin. Les individus suspectés de terrorisme et interpellés lundi comptaient s'en prendre à Bart de Wever. Marie-Noël Dinan, les enquêteurs surveillaient de longue date ces jeunes hommes. En une de la Gazette van Antwerpen ce matin, le visage du bourgmestre d'Anvers et ce titre « Les terroristes voulaient assassiner Bart de Wever ». Une information relayée par plusieurs journaux flamands. Pour rappel, depuis lundi soir, 8 personnes sont sous mandat d'arrêt dans le cadre de 2 enquêtes sur des projets d'attentats. 3 ont été interpellés à Bruxelles et 5 à Anvers. Et les soupçons de préparation d'un attentat semblent se confirmer. Nos confrères flamands expliquent que les terroristes auraient bien planifié de s'attaquer à des bureaux de police. Mais pourquoi de Wever et pourquoi Anvers ? Une des motivations évoquées, l'interdiction du port du voile par le personnel des guichets dans l'administration publique à Anvers. Le bourgmestre NVA aurait donc été pris pour cible par les terroristes. Les enquêteurs semblent également en savoir un peu plus sur le profil des jeunes hommes arrêtés. Parmi eux, un Bruxellois. Et les 2 groupes d'Anvers et de Bruxelles seraient bel et bien liés. Le parquet fédéral confirme que le nom de Wever est apparu dans l'enquête anversoise à nos confrères de Belga. Mais rien de concret quant à un jour ou une heure établie pour commettre l'attentat. Et comme il s'agit d'une affaire judiciaire, le parquet n'a pas fait d'autres commentaires. Merci Marie-Noël pour toutes ces explications. On vous l'annonçait hier, l'ex-ministre de la Mobilité Pascal Smet a été entendu par la commission Uber dans l'après-midi au Parlement bruxellois. Et il n'est pas venu les mains vides. Près de 430 pages de documents ont été remis aux députés. Il s'est défendu de toute collusion entre son ex-cabinet et la société de transport dans le cadre de la réforme du plan taxi. Beaucoup de Bruxellois, je suis même sûr que beaucoup de parlementaires ont pris Uber à l'époque, ou leurs fils, aux filles. Et beaucoup de parents m'ont dit, au moins on sait que nos enfants et nos filles arrivent à temps à la maison. Et en toute sécurité. Il ne faut pas oublier que pour beaucoup de Bruxellois, mais aussi Bruxellois international, la présence de Uber était considérée comme quelque chose de très positif, comme M. Westman l'a dit, très bon pour la ville. En ce qui concerne les prétendus conflits d'intérêts, j'attends toujours un moment, un incident ou un événement où des situations problématiques se sont présentées. Parmi les arguments utilisés pour sa défense, Pascal Smet a avancé plusieurs chiffres. Camille Payot, il semblerait que les contacts entre l'ex-ministre de la société Uber soient moins nombreux que ce qui avait été annoncé. C'est en tout cas ce qu'il avance. Oui, si on se base sur les chiffres avancés par l'ancien ministre de la Mobilité et présentés hier dans un tableau, il a moins rencontré le secteur d'Uber que celui des taxis. En tout, dans le cadre de la réforme, son cabinet a fait 254 rencontres, 33 avec Uber, 38 avec les opérateurs LVC et 85 avec le secteur des taxis. Mais il y a bien eu des contacts entre le lobbyiste d'Uber, Mark McCann. Oui, il y a eu des rencontres. Remonte à 2011, mais lorsque Pascal Smet s'est aperçu que Mark McCann était lobbyiste d'Uber, les contacts ont diminué. Pour l'ancien ministre, malgré ce lien, aucun élément compromettant ne peut lui être reproché. Le lobbyiste n'est qu'une connaissance. Mais il précise qu'il y avait un point positif à connaître Mark McCann, il savait comment lui parler. Et d'ailleurs, le lobbyiste était favorable à une régularisation d'Uber. Et ce lien avec le lobbyiste n'aurait donc pas influencé la réforme du plan taxi ? Non, en tout cas, c'est ce qu'il défend. Il confirme malgré tout que son cabinet a demandé à Uber de ne pas communiquer sur les échanges qu'ils avaient ensemble. Selon lui, cela allait mettre de l'huile sur le feu.
Depuis les premières étapes de la construction de la réforme du plan taxi, il recevait quotidiennement de nombreuses insultes et menaces de mort. Alors si Uber communiquait, cela risquait d'empirer. Et donc lors de son audience, Pascal Smet a expliqué qu'il n'était pas au courant des pratiques d'Uber évoquées dans les Uber Files. Oui, en particulier les enquêtes menées par les détectives privés. Il précise à la fin de son audition que selon lui, c'est à la justice de juger les pratiques d'Uber enfreintes selon la loi. Tout au long de sa prise de parole, l'ancien ministre a répété qu'il contestait toute forme de compromission avec la multinationale, surtout lors de l'élaboration du projet. Son cabinet a tenu un registre de transparence, alors que la loi ne l'y obligeait pas, sur l'ensemble des contacts qu'il avait avec Uber. Merci beaucoup Camille. Chiffre marquant ce matin, le nombre de chômeurs est passé sous la barre des 300 000 et malgré les crises successives, c'est ce qui ressort du rapport 2022 de l'ONEM. C'est le niveau le plus bas depuis 1977 et le second choc pétrolier. Le chômage temporaire a lui aussi reculé, moins 35% de moins que l'année précédente, notamment dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration, mais aussi des arts, spectacles et activités récréatives. Une diminution qui s'explique bien entendu par le retrait des mesures Covid. L'ONEM estime que le nombre de chômeurs devrait encore diminuer en 2023. Du côté des travailleurs maintenant, une étude de l'université de Gand citée dans Le Soir révèle que les salaires ont été trop indexés. L'État aurait mal estimé la hausse des factures d'énergie moins importante que prévu. Une hausse qui est prise en compte donc dans le calcul de l'indexation salariale. Selon les statistiques officielles, ces factures ont grimpé en moyenne de 81% entre 2018 et 2022. Mais selon les chercheurs, c'est en décalage complet avec la réalité. Et les factures énergétiques auraient augmenté de seulement 17% en moyenne. Bruxelles veut rendre le secteur des soins de santé plus éco-responsable. Le CHU Saint-Pierre se trouve parmi les 6 hôpitaux qui participent au projet pilote. Il est accompagné par la région et par une ONG internationale pour réduire son impact environnemental. Cela passe notamment par le recyclage des déchets et d'autres produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens néfastes pour la santé. Un programme doit être mis en place, notamment dans l'unité maternité. Jean-Christophe Peset a rencontré Bénédicte Coubeau, sage-femme chef du pôle mère-enfant de l'hôpital Saint-Pierre. J'ai eu la chance d'avoir un audit dans notre pôle mère-enfant, donc avec la pédiatrie incluse, qui a pu lister tous ces perturbateurs. Et ensuite, on a pu aussi avoir des recommandations pour aussi prioriser. Parce qu'il faut faire attention, comme il y en a partout, comme je vous ai dit, il ne faut pas rêver, on ne va pas réussir à tout éliminer d'un coup. Il faut donc qu'on priorise. La liste est longue, des choses qui peuvent nous paraître tout à fait anodines. Alors les gobelets en plastique, c'est quelque chose que tout le monde entend, mais parfois des sondes qu'on utilise, des gants en latex qu'on utilise dans notre travail quotidien pour nous protéger, malheureusement, ça a aussi un impact. Certains filtres sur des médicaments, étonnamment, sont aussi des perturbateurs endocriniens. Tout ne dépend pas de nous. Il y a la formation du personnel de santé, il y a aussi les habitudes qui sont ancrées qu'il faut pouvoir changer. C'est un patron de PME, René Brenders, qui prend la tête de la FEB, la Fédération représentative des employeurs de Belgique. Né à Koekelberg, ce chef d'entreprise compte bien capitaliser sur ce qui a fait le succès de son entreprise. Innovation et internationalisation sont les maîtres mots de son projet pour la Fédération. Fort de son parcours national et international, il mise sur la jeunesse, les entrepreneurs de demain. Il souhaite également dépasser la logique des années 60, c'est ce qu'il a déclaré, une logique qui limite la concertation au salaire. Pour lui, les partenaires sociaux doivent se retrouver dans un projet commun en faveur, je cite, d'une croissance plus durable. Autre nomination, c'est celle de Frédéric de Gucht, le fils de l'ancien président de parti, Karel de Gucht. Il devient donc le nouveau président de la section bruxelloise du parti libéral flamand Open VLD. Une élection qu'il a remportée haut la main après le vote de 145 membres. Il remplace Freddy Nates qui a occupé ce poste une trentaine d'années. Voyager en vélo à Bruxelles, est-ce utile et facile? Qu'est-ce qui freine les citoyens de la capitale à en faire leur moyen de transport principal? Voilà des questions qui seront abordées ce soir au cinéma Aventure par le GRAC, le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens. Le débat suivra la diffusion d'un documentaire qui fait la part belle au cyclisme aux Pays-Bas, histoire de s'en inspirer. Dangereux, fatigant, les idées reçues qu'ont encore de nombreux Bruxellois sur le vélo doivent être combattues pour Florine Quignet. Elle est chargée de politique bruxelloise au GRAC.
Les freins, ils sont nombreux, hein, donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte de les faire tomber un par un. C'est aussi un des objectifs du plan Good Move. Aujourd'hui, à Bruxelles, une des questions qui revient le plus souvent, c'est la question de la sécurité. On a encore énormément de voitures dans les rues et la cohabitation n'est pas toujours très évidente. À la fois, il faut pouvoir étoffer le réseau vélo pour pouvoir bénéficier d'infrastructures sécurisées. Et puis, sur les plus petites routes, essayer de réduire vraiment la pression du trafic motorisé pour pouvoir permettre une bonne cohabitation. Au-delà de ça, on sait qu'il y a toute une série de questions qui se posent, comme par exemple le fait de pouvoir bénéficier d'un stationnement vélo. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de craintes. Et puis, une fois qu'on commence à faire du vélo, en fait, très, très vite, on va apprendre ses marques, on va apprendre à choisir ses trajets, on va apprendre à s'équiper également. Et on va très vite s'apercevoir que pour beaucoup de personnes, en fait, c'est une solution qui peut être adaptée. La résilience, c'est le point commun des 3 invités qui témoigneront ce soir à l'Athénée Renan à Schaerbeek. Une soirée de rencontre imaginée par une prof de français, Virginie Van Camp. C'est suite à sa rencontre avec un survivant, Aristide Mélissas, survivant de l'attentat de New York en 2017, qu'elle en a eu l'idée. Son parcours de vie l'avait touchée et elle a tout de suite pensé à l'intérêt de présenter son histoire à ses élèves. Celle aussi de 2 autres témoins liés par l'expérience de la douleur. Simon Gronowski, un enfant sauvé du camp de la mort, et Mohamed El Bachiri, dont l'épouse a été tuée lors des attentats de Bruxelles du 22 mars. On a vraiment 3 profils totalement différents qui ont un point commun, bien évidemment, c'est d'avoir subi un traumatisme fort et qui en ont fait quelque chose et qui ont décidé de parler pour faire réfléchir, pour ne pas perdre la mémoire. Je pense que c'est ça vraiment qui a fait qu'on a voulu présenter ces 3 personnes à nos élèves. On a choisi les rhétoriciens en particulier parce que ce sont nos plus grands élèves et de petits adultes en devenir. Et ces jeunes qui sont dans un monde aujourd'hui qui est en quête de sens, qui est en perte de repères aussi. C'est un monde qui a tendance à se replier. Le fait de voir des destins comme ça et de voir la fraternité aussi qui peut unir des gens malgré le traumatisme, je pense que c'est ça qu'on a envie de leur faire rencontrer. C'est ici que se termine votre journal et je vous dis à tout à l'heure, Fabrice. Merci, c'était le journal de Marie Charrette qui sera de retour tout à l'heure à 8h45.